ce dimanche. Oui, parce qu'en effet, quand vous regardez aujourd'hui les agriculteurs, un agriculteur, il touche 1 300 € pour 50 heures de boulot. À partir du moment où vous avez cette situation-là qui est structurelle et que les réponses apportées par l'exécutif ne sont jamais satisfaisantes, effectivement, les agriculteurs n'ont pas le choix que de se faire entendre à Paris. Pourquoi les agriculteurs vont tout le temps à Paris par rapport à la mobilisation? C'est parce qu'en fait, quand vous regardez ce qui constitue le revenu d'un agriculteur, ça ne dépend pas, ils n'ont pas la maîtrise de leur destin. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez la constitution de leur revenu, c'est d'une part le cours des matières premières, ça ce sont les bourses, les cours internationaux, donc ça ne dépend pas d'eux. Ce sont les subventions de la PAC, ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui négocie aujourd'hui avec les autres États membres les subventions de la PAC, donc ce qui fait le revenu d'un agriculteur. Et donc pour faire entendre leur colère, pour faire entendre leur problématique qui est qu'aujourd'hui leur travail ne rémunère plus suffisamment, alors ils sont obligés d'aller à Paris, de monter à Paris pour pouvoir justement faire exprimer une colère qui est légitime. Et jusqu'à présent, les gouvernements français successifs ont souvent défendu les agriculteurs face aux autres pays européens. On se souvient par exemple, il y a 50 ans, on va être au cinquantenaire de l'anniversaire de la chaise vide, quand le général de Gaulle n'allait pas aux réunions européennes parce que les Allemands voulaient sucrer les subventions de la PAC. Aujourd'hui, le gouvernement macroniste n'incarne pas la défense du monde agricole. Et c'est pour cela que la crise agricole va continuer, dans les prochaines semaines, je pense. Les petites précisions, l'interdiction préfectorale concerne notamment le centre de Paris et de nombreuses institutions. Pas de manifestation autour de l'Assemblée nationale, le Sénat, Matignon ou encore l'Élysée. Allez, parlons de données, d'informations. Mathieu Hoc, c'est le monde à l'envers. Comme souvent sur ces affaires-là, en fait, on est véritablement sur une inversion des valeurs totales où justement c'est toujours la minorité qui tyrannise la majorité. Et lorsque l'on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans un certain nombre de territoires perdus de la République, les quartiers prioritaires de la ville aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a une minorité agissante qui est excusée continuellement par les pouvoirs publics, à qui on a acheté la paix sociale, notamment sur la question du trafic de drogue. Il faut rappeler quand même que le trafic de drogue, c'est entre 3 milliards et 6 milliards d'euros de revenus par an en France. Ça fait vivre 250 000 personnes. C'est quand même quelque chose de colossal dans les territoires perdus de la République. Et ces gens-là, aujourd'hui, agissent en toute impunité parce qu'aujourd'hui, on a une défaillance structurelle au niveau de l'État, à la fois en termes de réponses à apporter sur les questions policières, mais surtout sur les questions judiciaires. Et c'est pour cela aujourd'hui que cette culture de l'excuse qui a favorisé les délinquants a créé une culture d'impunité totale et qui permet aujourd'hui à des gens de menacer de mort un tel ou un tel, et parce que selon eux, ils, comme on dit souvent, perturbent leur trafic, perturbent le business. Allez, direction Nice désormais. On vous emmène ce matin en patrouille. Effectivement, est-ce que l'ombre de l'Algérie plane sur ces deux influenceurs? Est-ce qu'ils sont téléguidés d'une certaine manière par l'Algérie? Alors, on peut peut-être pas le savoir, mais effectivement, ce que vient de dire Jules est très juste. Ce qui est à noter, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pays du Maghreb, des pays aussi dans le reste du Moyen-Orient, je pense à la Turquie de M. Recep Tayyip Erdogan, qui se permettent aujourd'hui d'utiliser tous les canaux nécessaires pour faire de l'entrisme sur notre sol, dans notre civilisation, notamment effectivement les réseaux sociaux, mais également ce type d'influenceurs. Et on voit de plus en plus ce type d'influenceurs qui promeuvent sur les réseaux sociaux le mode de vie dans les pays arabo-musulmans, qui effectivement insultent la France à longueur de journée. Et moi, je me mets à la place des Français qui regardent ça, qui se disent comment c'est possible aujourd'hui que la France, 6e ou 7e puissance économique mondiale, ne puisse pas expulser des gens qui n'ont absolument rien à faire sur notre sol. Et effectivement, il y a la question des laissez-passer consulaires où l'Algérie ne les délivre pas assez, et on a depuis au moins 2017, mais en réalité depuis longtemps, on s'est trop souvent couché face à l'Algérie d'un point de vue de notre politique étrangère. Et puis d'un autre côté, vous avez la question de l'Union européenne, parce que derrière cette impossibilité d'exécuter une OQTF pour des gens qui n'ont, comme je le rappelle, rien à faire sur le territoire français, vous avez cette fameuse jurisprudence de la CEDH qui est absolument mortifère dans la mesure où elle empêche d'expulser quelqu'un parce qu'il est père de famille. On se souvient même par exemple de l'affaire de l'imam Iqwisen qui avait été un parcours du combattant pour M. Darmanin pour pouvoir expulser un imam qui sur le sol français se permet d'insulter la France. À un moment donné, il faut que la France reprenne en main le contrôle de son destin, sa souveraineté sur un certain nombre de points. Si ça suppose de suspendre les clauses de la CEDH, il faudra le faire parce qu'aujourd'hui on ne peut pas tolérer des islamistes sur notre sol ou des gens qui insultent la France et qui justement après font de l'entrisme auprès d'une partie de la jeunesse musulmane de notre pays. Voilà, il est bon aussi de rappeler qu'en plus
leur famille. Oui, en effet, le droit de grève, fort malheureusement en France, a été dévoyé. Il est devenu le droit de pourrir la vie des gens. Si le droit de grève est un droit qui est constitutionnel, effectivement, il ne donne pas le droit de pourrir la vie des gens. Quand vous avez aujourd'hui le droit de grève aujourd'hui dans le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le Conseil constitutionnel qui a décidé, par sa décision de liberté d'association de 1971, d'intégrer le droit de grève au bloc de constitutionnalité et donc d'en faire un principe à valeur constitutionnelle. Mais déjà, les Français n'ont jamais voté pour que le droit de grève soit quelque chose de constitutionnel. En revanche, on s'aperçoit de plus en plus, ça a été rappelé dans votre reportage, que depuis 1949, il n'y a pas eu une seule année sans grève à la SNCF, alors qu'un jour de grève coûte aux Français entre 10 et 20 millions d'euros selon les dégâts. À un moment donné, ce n'est pas normal aujourd'hui qu'un certain nombre de gens qui, en plus, ont quand même beaucoup de privilèges en termes, quand vous regardez les revenus des salariés de la SNCF par rapport aux autres catégories socio-professionnelles, ce n'est pas normal aujourd'hui que des gens prennent en otage un pays, effectivement, lors des fêtes, pour avoir le maximum d'avantages auprès de la SNCF. Ça coûte énormément d'argent à la SNCF, ça coûte énormément d'argent à l'État. Des pays l'ont fait. L'Italie l'a fait, d'encadrer le droit de grève pendant les fêtes. Ça marche très bien. Il faudrait que la France prenne le même chemin. Effectivement, tout est prétexte souvent.